Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft ou les technologies Microsoft, je devrais plutôt dire. Je m'appelle Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, je vais bien. Écoute, on enregistre cette émission-là. On va publier l'émission début août, mais nous, en tout cas, l'été, on enregistre souvent un peu plus à l'avance, là, question de pouvoir prendre des vacances. On est à la fin juin. Plusieurs choses qui se passent à la fin juin. Hein. Il y a une canicule, donc tu vas me dire, Guy, Mario, tu parles encore de température. Mais c'est pas ça qui est le plus important, je pense. Deux choses. On est presque sorti de la COVID, mais surtout, les Canadiens s'en vont dans la grande finale de la Coupe Stanley. On va espérer qu'ils vont la gagner. Donc, quand on va publier l'émission, peut-être que les gens vont tous savoir, ils vont dire, ben non, ils l'ont perdu, ils l'ont pas gagné. Mais pour nous, à Montréal, la ville, c'est la fièvre, hein? La fièvre des séries éliminatoires de hockey. Ouais, puis les Européens qui nous écoutent vont dire, qu'est-ce qu'ils parlent des Canadiens, de hockey en pleine canicule? Ils sont fous, ces Canadiens. Ou il va plutôt dire, comment ça, il nous parle de hockey? C'est l'euro, il y a le foot. Donc, on s'entend, il y a beaucoup d'autres sports aussi importants, sinon plus que le hockey. Mais Montréal, c'est une ville de hockey. Puis même si c'est en plein milieu de l'été, tout le monde, je pense, a du sourire aux lèvres. On est tous contents que finalement, après quoi? Ça fait 30 ans, je pense, que l'équipe ne s'était pas rendue dans la grande finale de la Coupe Stanley. Donc, on sent la frénésie dans la ville. Ça, c'est très bien. Nous, on a notre petite frénésie à nous aussi, c'est parce qu'on va parler de quelque chose de nouveau aujourd'hui avec notre invité. Avant d'aller de l'avant, Guy, je sais, là, peut-être nos auditeurs vont dire, coudonc, ils nous reparlent de ça à tous les mois, mais comment ça va, là, ton lancement de ta formation? Ça va bien. La formation Docker Kubernetes sur Azure, ça va bien. C'était lancé au milieu juin. Et puis c'est vivant, là, c'est live, cette affaire. Ça va bien. Donc, je suis très, très heureux. Donc, pour les auditeurs qui voudraient acheter la formation, il y a un petit rabais de $10. C'est $99 US et un petit rabais de $10 avec le code VSTS. Donc, Visual Studio Talk Show, VSTS. Moi aussi, de notre côté... Bon, certains auditeurs le savent peut-être, là, ça fait plusieurs années que je travaille sur une start-up et on y arrive, on est en train d'avoir vraiment la bonne formule. Ce qui était ardu là, de réussir à peaufiner puis de faire vraiment un produit qui faisait la promesse, parce que la promesse qu'on fait, là, nous, c'est que en utilisant notre logiciel, les gens vont faire leur tâche, tu n'auras pas besoin de leur pousser dans le derrière, comme on dit en québécois, ou en tout cas, t'as plus... Donc, mais c'est plus simple à dire qu'à faire, là, faire une solution qui fait ça, puis qui le fait de façon élégante, mais on arrive là, on est en nos tests alpha, puis probablement que quand on va publier l'émission en août, en tout cas, je vais avoir des bonnes nouvelles là bientôt pour annoncer le bêta, parce que c'est concluant. Parce qu'à toute fois qu'on fait des tests alpha, on arrive à dire non, c'est pas ça qu'on veut, on veut quelque chose de mieux. Donc, mais là, on y arrive, là, c'est pas mal excitant de notre côté. C'est bien hâte de voir ça, en tout cas. Oui, donc, notre invité aujourd'hui, c'est André Girard. Bonjour, André. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. André qui a gentiment accepté de discuter avec nous de Bicep. Et un langage fascinant. Oui, un sujet fascinant. Une obsession, je dirais, dans mon cas. L'infrastructure as code. Essentiellement, on va expliquer qu'est-ce qui est Bicep. Mais avant d'aller de l'avant avec Bicep, moi, j'aimerais juste donner la chance à nos auditeurs d'avoir un peu une vue d'ensemble de ton profil, de qui tu es. Ça fait plusieurs années que tu es chez Cofomo. Oui.
Puis plus que ça, tu diriges chez Cofomo toute ce qui serait l'info nuagique. En tout cas, explique-nous donc qu'est-ce que tu fais chez Cofomo. Donc, je suis directeur du Centre d'excellence en solutions info-nuagiques chez Cofomo. Je suis basé à Québec. On a des bureaux à Québec, à Montréal et à Ottawa pour l'instant. Et à Québec, notre business, notre core business, évidemment, est le gouvernement du Québec et les grandes compagnies d'assurance. Donc, c'est pas mal mon terrain de jeu. Et au niveau plus de Cofomo, je suis en charge de développer l'expertise, développer des offres externes de Cofomo par rapport à l'info nuagique. Et mon dada est plus évidemment du côté de Microsoft, mais je touche aussi à Google Cloud, je touche à AWS. On n'a pas le choix de toucher à toutes les clouds. Mm-hmm. Tu es impliqué aussi dans la communauté, parce qu'il y a une communauté en ligne Azure qui est émergée de Québec, mais à cause que c'est en ligne, c'est plus vaste que ça. Maintenant, toi, tu es impliqué aussi dans cette communauté-là, si je me trompe. Oui, tout à fait. J'ai déjà présenté souvent avec mon collègue Tidjani Belmansour, on présente ensemble à cette communauté-là au niveau du groupe Azure Québec. J'ai aussi animé des ateliers et je me suis occupé de la communauté qui s'appelait le CUNQ à Québec à l'époque, qui était la communauté des utilisateurs .NET de Québec. Bon, ça remonte à quelques années. Donc, j'ai toujours eu une petite patte de formateur, de présentateur et d'évangéliste du côté de la plateforme Microsoft. Une des choses particulières, André, que j'ai découvert, que je savais pas, c'est que t'es pilote d'avion, mais t'as un Cessna ou quelque chose comme ça, donc Ouais, j'aime tout ce qui est nuage. Donc, c'est du cloud informatique. J'adore le développement en info nuagique, mais je suis aussi un amoureux des vrais nuages. Tout ce qui est avion me passionne. Je viens d'une famille de pilotes, donc dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont pilotes d'avion. Et je pilote des Cessna, des Piper Cherokee, des avions comme ça, Katana DA-20, donc des petits avions. C'est le fun. Mais pas sur Flight Simulator, là, des vrais avions. Des vrais avions, mais Flight Simulator aussi. Le nouveau Flight Simulator de Microsoft, là, tu viens de m'ouvrir une porte qui est fantastique. C'est une merveille de technologie. Et je sais pas si vous savez, mais les pilotes de ligne volent maintenant avec des tablettes électroniques. On a les cartes de vol sur nos tablettes. On a un GPS qu'on branche en mode Bluetooth sur notre tablette. Puis on a notre position sur la carte. Il y a plein de belles choses qu'on a là-dessus. Avec le simulateur de vol de Microsoft, on est capable aussi même de fournir la position de l'avion à notre tablette, comme si c'était le GPS, puis continuer à voler même avec FarFlight, avec l'application de la tablette, comme si on était dans un vrai avion. J'ai sur mon channel YouTube une vidéo qui explique comment faire ce linking-là, justement. Oh, wow. Mais parce que là, tu nous expliquais un peu plus tôt que c'était quasiment de père en fils. Ton père, toi, c'était plus un pilote de brousse. Ouais, il a fait du pilote de brousse et puis après ça, il est devenu pilote de 415, les avions citernes pour le gouvernement du Québec. Mm-hmm. Ça, c'est des avions qui s'en vont dans la forêt, ils embarquent sur l'eau, puis là, ils ramassaient l'eau, puis ils arrêtaient pas, là. Vraiment, sur l'horaire d'aller, ça se remplissait d'eau, puis ils repartaient, puis ils allaient pitcher de l'eau sur les feux de forêt, là. Sur les feux de forêt, effectivement. C'est une vie qui est le fun. Par contre, ça prend un cœur qui est solide. Absolument. Moi, j'ai le cœur un petit peu fragile en aviation, donc je suis habitué de piloter doux, je suis pas un gars pour faire des acrobaties. Puis je peux vous dire que le pilote d'avion citerne, ça y prend ouais. Puis j'imagine qu'avec Flight Simulator, tu peux pas, c'est assez difficile de simuler que tu t'en vas dans le Grand Nord québécois, où est-ce que les cartes, ils doivent même pas exister, j'imagine, oui, les cartes existent, là, si tu veux vraiment, parce qu'il y a beaucoup de pilotes au Québec qui ont leur licence, parce que les autres, ce qu'ils aiment, c'est de partir avec leur avion, aller à la pêche, entre autres. Est-ce que c'est des choses que tu fais? Je suis pas nécessairement un amoureux du Grand Nord ou des bibites puis ce qui fait que j'aime mieux faire les aéroports un petit peu plus urbains en ce moment. Je suis pas un pilote de flotte non plus.
Donc, aller sur les lacs, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Mais il y a quand même, pour répondre à la question originale par rapport à Microsoft Flight Sim, le nouveau Flight Sim a utilisé de l'intelligence artificielle pour pouvoir prendre les cartes topographiques et les cartes de Google pour pouvoir intégrer des vraies cartes dans le simulateur de vol. Donc, en ce moment, vous avez la planète au complet qui est disponible avec photo réalistique view du sol pour pouvoir voler dans Flight Sim. Et tous les bâtiments, quand le bout d'intelligence artificielle, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a un bâtiment qui est au sol, il va simuler la hauteur du bâtiment et la forme du bâtiment en fonction de la photo. Et c'est surprenant comment ça ressemble à la réalité. Ouais, hein, c'est... Donc, ça veut dire que si tu vas dans Flight Simulator, mettons, tu simules que tu voles, mettons, je sais pas moi, en t'en allant vers la région de Charlevoix, mettons le Massif, tout ça, tu vas revoir des bâtiments presque comme si t'étais en vrai, là. Les bâtiments, les lacs, les montagnes, c'est presque identique. C'est assez identique qu'on peut utiliser cet outil-là pour faire des planifications de vol, dans le sens que avant de faire un vol, admettons, je veux faire Québec-Latuc, ben je vais passer au-dessus de toutes sortes de lacs. Puis ce que je peux faire, c'est de faire le vol dans le simulateur de vol. Puis en regardant au sol, il y a un lac là, oui, je vais arriver là. Quand j'arrive à Latuc, il y a 2 montagnes exemple, c'est à l'est de Latuc. Donc, comment je fais mon approche pour arriver à l'aéroport? Puis quand j'arrive à la réalité, c'est pareil. Honnêtement, c'est surprenant comment c'est réaliste. En tout cas, c'est un sujet par lui-même, mais là, nous, on veut discuter de Bicep. De Bicep, oui. Qui est aussi de quelque chose qui se passe dans les nuages, mais qui est différent de voler en avion, comme tu disais. Pourquoi le pilote d'avion va vous parler de Bicep? Peut-être c'est bon de comprendre mon parcours. Moi, je suis de carrière un programmeur analyste, certifié VB5, VB6, VB.NET au début des années 2000, qui est devenu architecte logiciel, donc qui est devenu un architecte intégrateur. Et quand le cloud est arrivé, quand Microsoft est arrivé avec Azure, on a commencé à faire du Azure assez rapidement, pas mal à la sortie. Et honnêtement, ça m'a un peu jeté sur les fesses de voir comment j'étais capable de provisionner des infrastructures et d'avoir une certaine qualité dans le déploiement que j'allais faire de mon applicatif à cause que je peux maintenant scripter mon infrastructure et contrôler comment l'infrastructure va être déployée. Le problème standard, puis je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, ça fonctionne sur ma machine, mais ça fonctionne pas dans le serveur d'acceptation ou le serveur de production. Hein? Je suis sûr que vous l'avez vécu. C'est pour ça que toi, tu t'intéressais justement à scripter ton déploiement, c'est-à-dire on va faire de l'infrastructure as code, comme on dit. Là, donc, tu vas coder ton infrastructure, tu avais un background de programmeur, puis de cette façon-là, tu évites justement la problématique que ça fonctionne pas quand tu arrives sur les environnements de production, par exemple. Exact. Dans les grands clients gouvernementaux, on voit souvent la mise en place d'un nouveau palier d'infrastructure, ce qui veut dire, mettons, qu'on a la dev, on a l'acceptation, puis on a la production, puis que du jour au lendemain, on va avoir une simulation. Combien de temps vous pensez que ça prend pour mettre en place un environnement comme ça quand on est on-premise, qu'on n'est pas dans le cloud? Pour avoir travaillé beaucoup avec des organisations gouvernementales, des fois, ça se calcule en mois. Puis ça peut se calculer en années, des fois, là. Ouais. Disons, si on est très optimiste, quelques semaines, mais mois est plus réaliste. Souvent, ça prend 1 mois ou 2 pour mettre en place l'infrastructure, s'assurer que tout est configuré pareil, parce qu'il y a toujours un knick-knack, un port dans un firewall qui est pas pareil. Il y a toujours des petites choses qui sont différentes. Et fondamentalement, les machines n'ont pas nécessairement les mêmes boards, les mêmes disques rigides, c'est pas les mêmes environnements. Avec un des derniers mandats que j'ai fait dans un des grands ministères ici à Québec, on a mis en place une application où est-ce qu'on avait 5 paliers et on a voulu mettre justement un palier de simulation pour faire une démonstration de l'application. Ça a pris 1 journée d'adapter les scripts, puis rouler le script, puis on va se dire un avant-midi pour retester toute l'infrastructure pour être sûr et certain qu'on n'ait pas de problème. Donc en 2 jours, tout était fait. On passe de 2 mois à 2 jours. 2 mois à 2 jours, oui. Et surtout, déploiement qui fonctionne toujours 2 fois. C'est-à-dire que là, un coup, tu le fais,
c'est une machine, là. Ça roule tout le temps, c'est un petit robot. Il n'y aura pas à moins que tu aies prévu des interventions humaines, s'il n'y a presque pas d'intervention humaine, ben, il n'y aura pas d'erreur, ça va toujours fonctionner. Exact. C'est ça qui est fabuleux avec ça. Aussi, il faut penser coût d'utilisation de nos infrastructures. Hein. Souvent, on va mettre en place, exemple, j'entendais Kubernetes tantôt aussi, mon petit cœur, et il aime beaucoup le développement par container et Kubernetes. Et une des présentations que je fais chez nous au niveau de Cofomo, c'est une présentation qui durait 3 heures. Et en 3 heures, je montre aux gens comment définir autrement dit des containers, faire ton Docker, après ça l'hoster dans un registre de containers dans Azure, dans ACR, après ça de le déployer dans un système de containers ou un orchestrateur. Donc on commence par le déployer tout simplement dans un service de container simple, puis après ça dans Kubernetes, puis après ça dans OpenShift, Azure OpenShift. Donc tout ça, je ne prépare pas mes infrastructures avant, je roule les scripts devant les gens. Donc, autant de le réaliser et de le démontrer que de rouler l'infrastructure. On fait ça en 3 heures, je suis capable de rouler tous mes scripts, démontrer les choses que les gens voient, le même container a roulé dans tous les environnements. Et ça, c'est l'infrastructure as code qui me permet de faire ça. Et un coup que j'ai fini ma démo, je clique sur mes différents ressources groupes que j'ai créés et je les supprime. Quand j'ai à refaire une présentation, que ce soit à des clients ou que ce soit à des gens à l'interne, j'ai juste à rouler mes scripts. J'en ai environ pour peut-être une 30aine de minutes. C'est un petit peu plus long pour le OpenShift, mais en 40-50 minutes, tous les scripts ont fini de rouler puis mes environnements sont prêts. Mm-hmm. Donc là, tu es en train de nous expliquer des avantages ou des bénéfices d'avoir justement de l'infrastructure as code. C'est quoi le lien entre justement de coder son infrastructure et la technologie Bicep? Ou en d'autres mots, ou tu viens se plugger comment le Bicep là-dedans? Exact. Donc, tous les cloud providers vont avoir un langage natif pour pouvoir installer à l'intérieur de leur cloud. Que ce soit AWS, Google ou Azure, c'est la même chose. Si on prend Azure, par exemple, il y a 2 modèles de déploiement, 2 grandes familles de déploiement. Il y a des déploiements qui sont en ligne de commande, puis il y a des déploiements qui vont être plus avec des fichiers de templates, ce qu'on appelle du déclaratif. Donc, en impératif, c'est les lignes de commande, c'est nous qui est intelligent, on dit fais l'étape A, fais l'étape B, fais l'étape C. L'exemple par excellence, c'est la ligne de commande Azure CLI ou la ligne de commande PowerShell qui nous permet de déployer des souscriptions, des VNet, des subnets, des machines virtuelles, des web apps, donc toutes ces belles choses-là, mais en faisant une ligne de commande et en faisant un script ligne à ligne. Mais il y a une façon plus facile de faire ça, qui est en déclaratif. Les langages déclaratifs, eux, on va déclarer ce qu'on veut avoir comme état final, mais c'est pas nous qui va donner les étapes pour dire fais l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, c'est le langage qui va dessiner. Donc, dans ces styles de langage-là, le langage natif de Azure est le template ARM, A-R-M, qui veut dire Azure Resource Manager. Donc, ARM est le moteur qui nous permet de déployer un élément dans Azure. Si vous rentrez dans le portail d'Azure et que vous cliquez sur quelque chose pour le déployer, en arrière de la couverte, veut pas, ça va générer le template ARM, ça va le déployer, tout simplement. Donc, on peut faire du template ARM pour déployer des infrastructures. Si c'est le langage par excellence ou le langage natif de Microsoft, pourquoi natif? Pourquoi Microsoft irait faire un deuxième langage? Et c'est la première question que je me suis posée quand j'ai entendu parler de Bicep pour la première fois. Ouais, parce que Bicep, c'est un langage pour faire justement, pour coder son infrastructure. C'est la même chose que ARM. Identique. Pourquoi d'abord on a ARM? Donc, le but de ARM et de Bicep, c'est quoi la différence fondamentale? C'est que Bicep est une simplification de ARM. Il existe plusieurs langages sur le marché, puis certains langages ont la capacité de déployer dans plusieurs cloud providers. Vous avez certainement entendu parler de Terraform. Terraform est beaucoup plus simple qu'un template ARM. Par contre, Terraform, c'est sûr que c'est un langage externe. Il y a des modules qui nous permettent de déployer la majorité des types de ressources de Azure, mais ils ne couvrent pas nécessairement tout. Si vous voulez faire une Logic App, la Logic App, à ma connaissance, quand je l'ai essayé l'année dernière, c'était pas encore supporté dans Terraform.
Donc, Terraform doit appeler quand même un template ARM pour être capable de faire cette partie-là. Et Terraform, par contre, a la beauté d'être capable de déployer dans un même script, déployer quelque chose dans Azure, quelque chose dans Google, quelque chose dans AWS, et même d'aller configurer des switches on-prem. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec des providers dans Terraform. Donc, pourquoi Bicep maintenant? C'est que Bicep, c'est une syntaxe de langage qui ressemble étrangement à Terraform, donc aussi simple que Terraform, mais qui est propre Microsoft. Faut comprendre que aussi que Bicep, c'est un interpréteur pour générer des templates ARM. OK. C'est ça, donc ARM ne disparaît pas. C'est juste que Bicep, c'est quasiment comme un langage spécifique, plus simple, qui va faire que tu passes comme dans un préprocesseur qui après ça va générer le ARM en arrière, ou tu n'as pas besoin de faire de traitement préalable? Et les deux réponses sont vraies. Autrement dit, effectivement que Bicep est un langage simple. Mettons que je veux faire on va prendre un exemple standard. Puis si vous allez sur le site de Bicep, vous allez avoir, c'est un GitHub où est-ce que le code de Bicep est, et tous les exemples sont là. Et si vous allez là-dessus, l'exemple qu'il vous donne, c'est comment faire un storage account. Donc, le tutoriel est toujours basé pas mal sur comment je fais pour générer un storage account. Et si on regarde le Bicep pour générer le storage account, il est beaucoup plus simple que l'équivalent en ARM. Par contre, si je prends ma ligne de commande, parce que Bicep, ce n'est qu'un outil en ligne de commande. Donc, si je dis, je prends ma ligne de commande, puis je dis Bicep, build, puis je donne mon fichier Bicep, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me générer un fichier ARM qui va être l'équivalent de mon Bicep. Et là, je pourrais tout simplement prendre mes commandes de déploiement standard de ARM pour dire, je veux faire un déploiement dans mon ressource groupe et voici mon template ARM, puis il va déployer ça. Donc, je peux le faire en 2 étapes comme ça. André, si j'essayais de comparer Bicep et ARM à TypeScript et JavaScript, est-ce que ce serait une bonne comparaison? Oui, exact. C'est pas mal le même principe. On génère, c'est un langage plus simple, mais qui va générer, TypeScript génère du JavaScript, si je me trompe pas. Oui. Mm-hmm. Oui, c'est exactement la même chose. Dans le cas de TypeScript, c'est que tout est fortement typé. Est-ce que dans Bicep, tu as des concepts de type aussi, ou ça n'a rien à voir? Pas vraiment des concepts. Oui, tu as des types, mais c'est pas ça la différence fondamentale. La différence fondamentale est beaucoup dans la syntaxe. ARM est basé sur JSON. OK? Puis JSON est quand même un langage qui est un petit peu chatty. Donc, on va faire beaucoup de choses en Bicep qui normalement prendraient plusieurs lignes en JSON. Pour vous donner un ordre de grandeur, des fois, c'est environ la moitié ou peut-être le 3/4 de la grandeur d'un JSON si on fait le même code en Bicep. Des fois, ça va même à la moitié donc la moitié moins de code en Bicep. Puis Bicep, c'est quoi? C'est du YAML? C'est juste des value pairs? Non, c'est complètement propriétaire. Bicep est un langage propriétaire, mais honnêtement, ça ressemble quand même un peu à du JSON, mais simplifié, avec un peu moins de brackets puis de syntaxe à écrire pour arriver aux mêmes choses. Mais c'est pas des brackets avec XML. Là. On reste en quelque chose qui ressemble à du JavaScript. Là, ça ressemble beaucoup plus à du JSON que d'autres choses, pareil. OK. Pour ceux qui connaissent Terraform, ça ressemble un peu à la syntaxe de Terraform aussi. C'est très, très, très simple comme mode déclaratif. Puis pourquoi Microsoft crée Bicep puis qu'ils ne sont pas dit, on va prendre Terraform, puis c'est un projet open source, Terraform, on va lui le bonifier pour qu'il supporte justement des offres qu'Azure a peut-être en solo, puis que les autres font pas. Tu sais, pourquoi pas avoir été avec la communauté Terraform puis créer une nouvelle communauté autour de Bicep? OK. Premièrement, Microsoft s'investit aussi dans Terraform. OK. C'est pas parce que ils mettent des efforts dans Bicep que Terraform est mis de côté. Je sais pas si vous savez, mais quand on ouvre le portail d'Azure et qu'on prend Cloud Shell dans le portail d'Azure, on a de base dans l'instance, parce qu'en arrière du Cloud Shell, c'est un container qui est spawné, puis le container a le support de Terraform, a le support de Ansible de façon native. Donc, Microsoft ne veut pas tasser Ansible ou Terraform ou quoi que ce soit. Par contre, il reste que pour réussir à supporter le 100% de la plateforme, ça prend ARM, mais ARM est un petit peu complexe pour certaines clientèles.
Puis c'est là que ça m'amène sur la partie plus clientèle. À qui ça s'adresse, Bicep? Pour qui c'est fait? Parce que le but de Bicep, là, ce qui est marqué carrément dans l'équipe qui met en place, c'est que c'est d'avoir un langage qui est simple, qui est facile à utiliser, qui est une abstraction du ARM qui est un peu plus complexe, qui va être facile d'apprentissage, mais qui est aussi extrêmement modulaire. Tantôt, je vais vous reparler de l'aspect modulaire, mais c'est qu'on peut vraiment faire des petits modules facilement utilisables avec des paramètres en entrée, des paramètres en sortie, mais c'est facile à définir. Donc, ça, c'est les buts. Mais les buts de ce que ça n'a pas, il y a tout le temps des non-goals, hein, c'est quoi qui n'est pas un but, qui est avoué par l'équipe. Ce n'est pas un langage de déploiement général. Quelqu'un qui déploie dans plusieurs clouds, qui est dans un environnement multi-cloud, a tout intérêt à prendre un Terraform et ne pas prendre un ARM ou un Bicep pour être capable de déployer dans plusieurs environnements. C'est pas parce qu'il faut comprendre que quand on va avec Bicep, c'est plus simple, mais tu es attaché avec la plateforme Azure à ce moment-là. C'est pour déployer du Azure, effectivement. Et par contre, on va couvrir tous les services. Bon, c'est pas fait tout de suite. Éventuellement, on va être capable de toucher à tous les services, de déployer toutes sortes de services qui sont spécifiques à Azure. Tandis qu'avec Terraform, c'est là que il y a des bouts qui manquent. Donc, Microsoft a décidé de créer leur propre je dirais pas. Ben, est-ce qu'on peut l'appeler un langage? Moi, je l'appellerais un langage. Okay. Un langage d'infra as code. Ouais. Donc, Microsoft a décidé de créer Bicep pour pallier le fait que c'est quand on crée des template ARM, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Effectivement. Puis honnêtement, moi, je ne l'avais pas réalisé. Très honnêtement, je fais du ARM depuis quand même quelques années. Puis j'ai déjà déployé en production dans une grande banque, on déployait des modèles HubSpoke en réseautique avec des peering entre les réseaux, des règles NSG, puis toute la réseautique était déployée avec des templates ARM. Puis honnêtement, je trouvais ça très facile. Mais je vous rappelle mon background. Parce que toi, tu as un profil de programmeur. J'ai un profil de programmeur, tu as tout compris. C'est à qui s'adresse l'infra as code, vous pensez? Ben, plus peut-être à les gens qui sont plus du côté opération, du côté exploitation. Exact. Normalement, la job, il reste que même si un développeur est capable de se créer une machine virtuelle puis se créer un réseau, c'est pas parce que je suis capable que c'est mon core business, hein. Je suis pas aussi bon pour faire un plan d'adressage. Ça me prend un architecte techno qui connaît ce qu'il fait. Moi, je suis capable d'y coder. Je suis capable de le mettre en place si c'est simple pour une démo, mais de faire ça à la grandeur de l'entreprise, comprendre c'est quoi les différentes caractéristiques que je dois mettre à cette chose-là, ça prend un expert. Puis les experts du domaine devraient être capables de le coder. C'est là que Bicep a toute sa raison d'être. C'est une simplification sur une syntaxe. Et quand j'ai commencé à faire du Bicep, honnêtement, j'étais très réfractaire à ça. Je connais bien ARM. Pourquoi je me Pourquoi une autre affaire? Pourquoi une autre affaire encore à apprendre? Et honnêtement, je suis rendu un vendu. Parce que en voyant juste comment on fait une condition, c'est extrêmement simple en Bicep de faire une condition. En ARM, c'est complexe. Si on veut faire en ARM, il faut penser qu'en arrière de ARM, il y a aussi C#. Donc, si on veut concaténer des strings, on va prendre l'exemple la plus simple. Si on veut concaténer une string pour générer un nom selon une nomenclature, je veux générer le nom de mon storage account, je veux que ça soit marqué tout le temps ST. Puis après ça, je vais avoir le nom de mon application qui va être mis. Puis après ça, je vais avoir la région dans laquelle je déploie qui va être une abréviation. Mettons que c'est CA, si c'est Canada, Canada East, ça serait CE, mettons. Bon, ben, je vais vouloir faire une concaténation en template ARM. On va faire la fonction concat, on va ouvrir, on va passer une zone avec des zones modifiables. Puis là, on va aller mettre, ça c'est la string, excusez. Mais avec concat, on va aller passer deux variables avec une virgule. C'est vraiment une fonction qu'on appelle. Pour un développeur, quand on commence à mettre des fonctions dans des fonctions, hein, parce que ça peut venir vite, assez complexe. Pour nous autres, c'est déjà dur à lire. Puis moi, je suis programmeur. Je plains la personne de technologie qui fait pas de code, qui tombe là-dedans.
Et quand on arrive avec Bicep, il va faire une string, tout simplement, puis il va venir mettre des variables de remplacement avec des braquettes où est-ce qu'il veut avoir des parties variables. Puis ça finit là. C'est en autant qu'on ait défini la variable avant puis mis une valeur dedans, ben la string, la concaténation est faite. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de la facilité que Bicep a au niveau syntaxe. Donc, pour Microsoft, il y a le désir de faire en sorte que les gens qui sont au niveau exploitation se mettent à faire de l'infrastructure as code. Exact. Mais il y a un autre désir aussi, c'est aussi de donner accès à tous les types de services que Azure offre, qui entre autres, surtout ceux qui les différencient de Google ou d'Amazon, parce que un jour que quelqu'un se met à utiliser quelque chose que toi t'as puis que les autres ont pas, ou en tout cas qui est différent parce que les autres ont toujours ce que tu fais, mais peut-être d'une façon différente, ben là, les gens sont beaucoup plus attachés avec ta plateforme. C'est pas demain matin qu'ils vont la quitter, là, parce que ça devient un choix ardu, là. Tout à fait. Et l'autre chose, c'est que comme c'est Microsoft qui est en arrière de Bicep, mais il reste que c'est un projet open source, mais il reste que c'est promu par Microsoft. Il y a des exemples dans le site de Bicep, dans le GitHub de Bicep, vous avez des exemples de niveau 0, niveau 101, 201, 301. Donc, si vous allez dans le GitHub, c'est simple pour le trouver. Dans Google, vous cherchez, ou dans Bing, vous cherchez Bicep et vous cherchez GitHub, Bicep. Vous allez le trouver tout de suite. Et là, il y a un répertoire doc et là-dedans, il y a des tutoriels et il y a aussi un répertoire exemple. Puis là, vous avez un exemple dans la section 101. Vous avez un exemple pour un VNet, un modèle HubSpoke, une VM, une web app, un SQL database. Vous avez tous les services sont là avec un exemple simple. Donc, c'est très facile de démarrer avec cette chose-là. Mais au-delà de ça, si on revient encore sur le problème entre les gens de techno et les gens de dev, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui arrivent sur le marché. Vous avez peut-être entendu parler de Pulumi, P-U-L-U-M-I, qui est une nouveauté au niveau de la Silicon Valley. Il y a eu beaucoup d'argent investi là-dedans et c'est un autre système d'infra as code. Mais lui, il a pour la particularité de pouvoir coder en Go, de pouvoir coder en C#. Il est pensé spécifiquement pour les experts en programmation qui trouvent qu'ils sont limités avec les templates ARM, Terraform ou Bicep et qui veulent avoir toute la force d'un vrai langage de programmation. Donc, c'est complètement à l'antipode de ce qu'on a besoin pour la majorité des gens qui devraient mettre en place des infrastructures. Oui, puis AWS aussi a commencé à un espèce de langage qui permet un petit peu de faire ça, mais c'est vraiment du code pour les développeurs. Fait que ce qu'on appelle le target audience, là, qui sont les pros en infrastructure, là, les IT pros, ben eux autres, ça leur dit absolument rien, là. Et alors, eux, ils sont peut-être déjà familiers avec Terraform, et le langage et la syntaxe de Terraform. Alors là, comme Biceps, comme tu dis, ressemble étrangement à la syntaxe de Terraform, ben là, ils sont en terrain connu. Exact. Mais toi, André, qui a un profil de programmeur qui connaissait très bien ARM, donc le langage de template ARM, tu as fait le saut vers Bicep. Ouais. Et tu nous dis, maintenant, moi, je suis vendu. Donc, pour nos auditeurs là, qui sont aussi des programmeurs, puis il y en a probablement comme toi qui savent déjà comment faire ça, puis ils se disent, bon là, pourquoi je me lancerais dans Bicep? C'était quoi le déclic? C'est parce que pour toi, ça a simplifié la conversation avec les gens d'exploitation ou c'est d'autres raisons? Oui, certainement que ça va être plus facile pour moi parce que moi, mon rôle quand je rentre en clientèle, je suis un expert en solutions infonuagiques, en mise en place de landing zone. Donc, mon but, c'est de rentrer chez un client, l'aider à mettre en place les règles de gouvernance, de structurer leur tenant Azure et de faire ça, évidemment, as a code. Et on travaille présentement, justement, avec les différents ministères et organismes à faire ça. Puis c'est en Bicep. C'est le langage qui a été sélectionné par, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, dans le gouvernement du Québec, il y a un organisme centralisé qui gère les contrats infonuagiques et qui gère aussi une table d'architecture ou c'est le CEI, le Centre d'excellence en infonuagique gouvernemental, qui aide tous les autres ministères à se mettre en place. Et eux développent des scripts de base et c'est en Bicep. Donc, moi, mon but, c'est d'éliminer mon travail. Évidemment que, en tant que consultant, je rentre, je suis un mal nécessaire, mais je rentre et je veux
former les gens pour qu'ils soient capables d'être autosuffisants, puis que moi, après ça, je puisse aller faire autre chose. Soit du quantum computing ou de l'intelligence artificielle ou autre chose. Moi, j'aime les nouveautés. Donc, mon but est qu'ils soient capables de prendre en charge cette chose-là le plus rapidement possible. Mais l'autre chose, c'est que même si je suis capable de scripter de l'infrastructure, que j'aime le fait de scripter de l'infrastructure, je veux pas passer 10 ans à scripter de l'infrastructure. Plus c'est simple, puis plus ça donne ça fait la job, ben plus je vais aimer la technologie. Et si ça me permet de faire tous les types de services d'Azure, et c'est vraiment le cas, si le template ARM existe, Bicep est prêt pour la production, il peut le faire. C'est depuis la version 0.4, on peut utiliser Bicep en production. Puis je pense qu'on est rendu à la 0.5 ou 6.6. Là. Je pense que c'est 0.5 en ce moment. Donc, c'est déjà prêt pour pouvoir travailler. Puis on a des beaux éditeurs pour pouvoir travailler dans Bicep. VS Code est le meilleur éditeur pour faire de l'infra as code. Donc, j'ai plus d'expérience peut-être avec VS traditionnel, mais avec VS Code, si moindrement on a à faire autre chose que du C# puis faire de la programmation traditionnelle, VS Code est la patente. Donc, vous allez utiliser des plugins pour pouvoir faire du PowerShell, le plugin pour faire du Azure CLI, puis il y a le plugin pour faire du Bicep. Et là, j'ai même de l'intelligence en Bicep, il va me dire qu'est-ce que je peux taper. Donc ça, c'est fantastique que je prends de la vélocité dans mon code, dans mon travail, en faisant ça comme ça. Fait que tout ce que tu as besoin finalement pour démarrer avec Bicep, c'est de Visual Studio Code, d'installer l'extension pour Bicep. Puis là, tu peux commencer à jouer un petit peu avec. Tu as l'intelligence qui t'aide. Oui, tout à fait. Il y a de l'intelligence dans VS Code à cause du plugin. Puis, il y a peut-être quelque chose qui est le fun, parce que tantôt, on parlait aussi pourquoi j'aime Bicep, puis pourquoi je penche vers ça au lieu de Terraform. Un exemple. Vous savez que dans tout service Azure, vous pouvez toujours aller puis lui dire « Donne-moi le template ARM du service ». Donc, on peut toujours reverse engineering quelque chose qu'on a fait en faisant du clic-clic dans le portail. Donc, je vais dans le portail, puis je crée mes ressources. Je l'ai essayé dans une des démos que j'ai faites dernièrement dans un des grands ministères. Ils m'ont demandé de préparer une démo. Là, j'ai été tout simplement dans le site de Bicep, puis j'ai été chercher le modèle HubSpoke, parce que c'est ça qu'ils veulent mettre en place. Hein. En ce moment, le but du gouvernement du Québec est de déplacer des charges en info nuagique. Puis quand on déplace des charges, c'est plus des VM qu'on fait. Donc, on fait pas nécessairement du cloud native pour l'instant, mais on va prendre des machines puis on va les mettre dans des infrastructures. Donc, on va avoir une certaine réseautique de base qu'on va mettre un modèle HubSpoke. Donc, j'ai pris l'exemple Bicep du modèle HubSpoke. Puis là, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir une VM dedans, puis tant qu'à ça, de la faire en infra as code. Puis j'ai dit, je vais essayer quelque chose. Je suis allé dans le portail d'Azure. J'ai créé un VNet, un subnet, j'ai mis une machine virtuelle. Et là, j'ai demandé de scripter tout le ressource group en template ARM. Maintenant que j'ai le template ARM, ce que tu peux faire, c'est qu'avec Bicep, il y a aussi un décompilateur. Donc, on prend Bicep, on lui dit A à Z, Bicep, decompile, ou je pense que c'est ça le nom, et on lui passe notre nom de fichier template ARM, puis lui, il nous génère le Bicep. Évidemment que du code autogénéré, ça demande toujours un petit peu de nettoyage après, de créer des plus de variables, parce que quelquefois, certaines affaires vont être hard-codées. Mais un coup qu'on a fait le ménage de ça, normalement, ça devrait rouler. Donc, à partir du template Bicep qui m'a été fait, moi, j'aime moins nettoyer le Bicep. Ce que j'ai fait, je me suis fait un autre Bicep complètement à côté, un module, et là, je me suis mis à créer les choses, pareil comme j'avais dans mon exemple que je savais qu'il devrait fonctionner. Et là, j'ai fait un exemple clean d'un Bicep qui déploie la machine virtuelle, sa carte réseau, des règles NSG, son disque sur lequel il va être hosté. Puis ce template-là, ça m'a pris une demi-journée pour que le template fonctionne puis que ça soit prêt. Donc, on peut comprendre là, l'intérêt que ça peut avoir pour les gens d'exploitation, mais même aussi pour les gens en développement comme toi. Moi, ma question pour toi, surtout quand c'est sûr que là, si on fait juste des VM, l'enjeu est peut-être un peu moins criant, mais quand on commence à parler de cloud native, il y a un enjeu omniprésent, l'éléphant qui est dans la pièce, c'est tout ce qui touche la sécurité. C'est-à-dire que c'est un enjeu non négligeable. Est-ce que Bicep vient aussi donner des bonifiés ou aider de ce côté-là, ou à quelque part, il va te simplifier, mais tu vas quand même encore avoir besoin d'experts en sécurité pour venir
t'assister. On a toujours besoin d'experts en sécurité. C'est sûr et certain. Le cloud, contrairement à ce que souvent les gens pensent, c'est une plateforme qui est autant, sinon plus sécuritaire que le on-prem. Pourquoi? Parce que au niveau physique, évidemment que Microsoft a des moyens qui sont supplémentaires pour mettre de la sécurité physique, des gardes armés, puis des redondances dans leur data center. Ça, c'est le premier niveau de sécurité. Mais deuxième niveau de sécurité, c'est la sécurité de ce que nous, on met dans le cloud. Puis de faire de la sécurité de périmètre, oui, c'est possible, mais on peut faire du no trust. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place au niveau sécurité. Donc, tout ce qu'on peut mettre en sécurité dans Azure, on peut le faire avec Bicep. Exemple. Si je mets en place une zone d'accueil pour un client, je dis OK, bon, je vais te mettre une zone d'accueil, ce qui veut dire que je vais te séparer tes différentes souscriptions dans des groupes de gestion, ce qu'on appelle les management groups. On va mettre des Azure policies. Tout ça, on peut faire ça as a code avec Bicep. Donc, je mets mes Azure policies qui dit dans telle zone, tu n'as pas le droit de faire d'adresse IP publique, dans telle autre, tu n'as pas le droit de mettre mettons des containers, ou tu n'as pas le droit de mettre de VM, c'est seulement des services pass parce que c'est ma zone de développement Greenfield. Bon, on peut tout contrôler ça, et avec Bicep. Donc, Bicep peut déployer les éléments de sécurité. Si je mets en place un Security Center puis un Log Analytics pour avoir tous mes logs gardés à tout jamais, je vais me mettre un Log Analytics, ça va être Bicep qui va le mettre en place. Donc, Bicep me sert à déployer autant des éléments de sécurité que peut me déployer des VM ou des bases de données. Et c'est pas magique, là. C'est pas comme un outil magique qui va tout sécuriser pour toi, là. Faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses, effectivement. C'est pas magique. Mais ce qui est magique, c'est parce que le langage est plus simple, la conversation entre les gens de sécurité et les gens d'exploitation, quand les gens de sécurité disent, nous, on veut avoir ça, ça, ben là, c'est pas une programmation 401 qu'il faut qu'ils fassent, là. C'est quand même assez simple. Donc, parce que souvent, une des premières barrières que les gens vont rencontrer quand on veut mettre en place des bonnes pratiques, c'est si c'est ardu de le programmer, de le coder, ben les gens vont avoir de la misère à s'y rendre. Mais si c'est simple, c'est ce que Bicep amène, ben là, des bonnes règles, des bonnes pratiques peuvent plus facilement être mises en place parce que la première barrière à tout changement, c'est les individus, c'est les capacités des individus, c'est pas la volonté. Souvent, c'est est-ce que je suis capable, est-ce que... Tu sais, moi, si on me demanderait de courir le 1000 en 4 minutes et moins, ben même si je pratiquerais pendant 50 ans, j'y arriverais pas. Là, j'ai pas physiquement ce qu'il faut pour courir en 4 minutes et moins un 1000. Ou le 4 km, en tout cas. Donc, à un moment donné, on a nos limitations, mais le but d'un langage comme Bicep, c'est de faire en sorte que la barrière à l'entrée soit plus simple, à ce moment-là, que plus de monde soit en mesure de programmer leur infrastructure avec les règles de sécurité. C'est ce que j'entends, là. Tout à fait, oui. Puis on parle de sécurité dans l'infra-as-code. Faut penser, je vais vous donner un exemple. On provisionne une base de données SQL database. Hein? Vous vous rappelez, quand on crée une SQL database, vous l'avez déjà fait, vous savez que il faut donner à notre base de données un username puis un mot de passe pour le user system administrator, donc le SA. Ouais. Donc, si je fais un script, et là, que ça soit en Terraform, que ça soit en TemplateArm, que ça soit en Bicep, ça va être la même chose. Si dans mon template, je suis obligé de lui dire, puis c'est vraiment ça de base, là, je fais mon TemplateArm ou mon Bicep, puis il faut que j'aille y dire, en créant mon outil, mon user, il s'appelle admin et ça, puis mon password, puis là, en clair, ça va être marqué ça dans le code. Si je prends le code Bicep, puis je le mets dans un gestionnaire de sources, okay, que ça soit Subversion ou que ça soit dans GitHub ou que ça soit dans mon Azure DevOps, dans Git. Donc, je me ramasse avec le username puis le password du user d'administration de ma base de données dans mon code. Évidemment que ça n'est pas une bonne pratique. On ne devrait jamais faire ça. Rien en clair. Tout à fait. Surtout, évidemment. Puis surtout, puis n'oubliez pas, là, si ça a été mis un jour en gestion de code source, gestion de code source se souvient, là, c'est pas parce qu'on dit, on a vu ça, on efface. Ben, juste à aller voir dans les stories, il m'a le retrouvé. Tu sais, des fois, les gens comprennent pas que, wow, attends une minute, là, donc, faut vraiment, à ce moment-là, supprimer, en tout cas, faut ouais, si t'as fait l'erreur de pousser ça sur GitHub, ben, même si tu l'as délité 30 secondes après, il y a des bots, là, qui parcourent GitHub, là, t'es fait, faut que tu resets, changes tes mots de passe, puis... Ah, ça, c'est sûr. Il y a une façon d'éviter tout simplement ça.
Dans Template ARM, ça existait. Évidemment qu'en Bicep, c'est supporté aussi. Ce qu'on va aller mettre, c'est une référence à cet endroit-là dans le script. On va aller mettre une référence à une clé qui va être dans une Azure Key Vault. Donc, on crée une Key Vault dans notre infrastructure. Et là, on peut demander à nos gens de base de données, hey, va mettre le username que tu veux dans la clé username, puis le mot de passe que tu veux dans la clé mot de passe pour tel niveau. Donc, je vais avoir mes clés autant pour la dev que la prod, les différents environnements. Et mon script va savoir qu'il faut aller chercher, je suis en train de déployer en dev, ben il va aller chercher les clés de dev, puis il va aller mettre les mots de passe là. Donc, il n'y a personne qui peut savoir le mot de passe autre que la personne qui a donné le mot de passe dans la Key Vault. Et là, c'est les personnes de sécurité ou les personnes de base de données, tout dépendant quel genre de secret on veut mettre là-dedans. Je pense que c'est ton confrère, il y a quelques mois, on parlait de sécurité, ou non, c'est quelqu'un d'autre qui nous disait, un autre truc aussi, c'est de tout simplement laisser notre Azure Active Directory gérer ça pour nous, c'est-à-dire on crée pas des users puis des comptes, on dit c'est un compte Azure un compte Active Directory, puis là il y a déjà tout en place qu'il faut pour gérer la sécurité autour de ça, puis t'as pas besoin toi de mettre un mot de passe là c'est donc ouais, cette partie-là, elle est vraie, oui, parce qu'on peut dire à un SQL database, au lieu de donner des users directement dans ma base de données, utilise les users du domaine. Ça, oui, c'est possible. Mais ça reste qu'il y aura toujours un user SA à mettre. Dans ce cas-là, il est pas pour cela. Par contre, ça m'amène sur un sujet qui est super intéressant. Tu me parles de sécurité, puis d'une sécurité qui sera automatiquement faite par Azure. Tu m'amènes sur le terrain des service principles. Vous savez que quand on veut déployer de l'infrastructure as code, là, oui, je suis en train de déployer, je fais des scripts, je les teste dans mon environnement ou dans ma souscription de test. Mais quand je suis prêt, j'archive mon code et je voudrais que ça soit un robot qui déploie mon infrastructure. Quand on dit un robot, autrement dit un CI/CD. Je veux avoir de l'intégration continue, je veux avoir un pipeline qui va déployer mon infrastructure. Donc, on peut très facilement faire un pipeline YAML avec un fichier YML. Et dedans, ce que je fais, je viens me définir un agent de build, installer Bicep dessus l'étape après, puis tout ce qui me reste à faire, c'est de compiler mon fichier Bicep pour en faire un template ARM et de déployer mon template ARM. On peut déployer directement avec Bicep. En passant, on peut dire à Bicep de déployer direct, mais bien souvent, on aime faire une étape intermédiaire de générer le template ARM. Ça nous permet de valider ce qui a été généré. Donc, via un pipeline, je peux très facilement déployer. Par contre, c'est sûr que si on prend dans Azure DevOps, puis j'ai mon pipeline, mon YAML qui a été créé dans mon Git, puis je me suis créé un pipeline en me basant sur le YAML, ben ce pipeline-là doit avoir le droit à ma souscription Azure. Donc, on peut aller dans Azure DevOps, dans les sections sur les identités de pipeline et lui demander de générer un service principal qui est un compte de service. Et là, il n'y aura aucun bipède sur la planète qui aura vu le mot de passe puis le username de ce user-là. Et c'est l'identité qui aura le droit d'aller déployer en quelque part dans Azure. Ce qui reste à faire après, c'est d'aller dans la console d'Azure puis de donner le bon rôle airbag au bon niveau pour que on soit capable de déployer notre pipeline. Ce que tu dis, André, est très important. Là. Je vais juste revenir là-dessus. Si dans notre déploiement, c'est un robot qui fait le déploiement avec une identité qui est un compte de service et que ce robot-là, oui, lui, il va le voir un moment donné, le mot de passe parce qu'il va aller le chercher par exemple, dans une voûte, il va le transférer, mais c'est un robot, c'est pas un être humain. Et on s'assure que ce pipeline-là, il n'y a aucun être humain qui a le droit d'y aller. Bon, on vient de régler le problème, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être humain qui va pouvoir faire d'intrusion. Tu sais, imaginons que si les banques ou les grandes organisations étaient en mesure de faire en sorte que aucun être humain ne verrait les utilisateurs, les noms, mots de passe et tout. Bon, on n'aurait pas de problème parce qu'il n'y aurait jamais personne qui verrait les mots de passe et les noms des utilisateurs. Malheureusement, l'état de la situation aujourd'hui, c'est que il y a des êtres humains qui vont réussir à voir ça. C'est pour ça qu'il y a des fuites dans les organisations puis que les identités des gens sont revendues frauduleusement. Mais la façon la plus simple de régler ça, c'est empêcher les êtres humains d'avoir accès. Il n'y en a plus de problème. En tout cas, on règle une partie du problème. C'est ça. Et c'est important que c'est un service principal qui est un compte
de service. Il fut une époque dans Azure DevOps qu'on ne pouvait pas lui demander de l'autogénérer. Donc, il fallait aller dans Azure, générer un service principal, le faire as a code avec une ligne de PowerShell, parce que si on le fait par la console, on n'a pas accès au mot de passe du service principal par la console. Donc, on le faisait as a code, on décryptait le mot de passe, puis là, il y avait un bipède, quelqu'un, un humain, qui allait mener le mot de passe puis le username dans le pipeline. Le problème qu'on avait, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vu le username puis le mot de passe, puis si le pipeline a des droits extrêmement élevés, ça veut dire que si tu pourrais aller faire n'importe quel déploiement par après. Et je vous le jure, dans une grande entreprise, je l'ai déjà vu pendant une MEP, quelqu'un prendre ce user-là, parce que là, finalement, on avait un bloquant, puis la MEP allait pas fonctionner. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, là, je vous dis, je fais un incident de sécurité, je vais rapporter ça, puis moi, je quitte l'appel tout de suite, j'arrête la MEP. Il n'est pas question qu'on fasse ça, là. C'est inconcevable de faire ça. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que c'est une identité qui est anonyme, qui va déployer. On ne sait plus qui a fait quoi, là. Mais aujourd'hui, on peut enlever là, cette problématique-là. Parce qu'à l'époque, c'était un peu ça. C'est-à-dire que tu vas le voir, toi, il faut quasiment si on serait dans un système ultra sécurisé, tu dis, ben, OK, tu l'as vu, ben là, malheureusement, il va falloir te tuer parce qu'on veut vraiment que tu le mot de passe. Il n'y a aucune organisation qui faisait ça. Mais aujourd'hui, les systèmes ont évolué. On est en mesure de pouvoir générer les fameux comptes sans avoir une intervention humaine, juste avec des robots qui sont en place. Donc, André, si on revient sur Bicep. Bicep, langage de programmation ou langage déclaratif pour définir ces infrastructures, beaucoup plus simple, ressemble à beaucoup, en tout cas facile d'accès pour les gens qui ont déjà fait du Terraform, donc simple pour les gens d'exploitation, mais aussi intéressant pour les gens de développement ou les gens de sécurité, parce que là, la conversation entre les gens d'exploitation et nous devient plus simple, parce que là, quand on veut leur dire voici comment tu le fais, au lieu de leur donner un script de 68 pages, on peut leur donner un script qui a juste 8 lignes, puis ils font comme « Ah, OK, ça se fait, ça. » C'est souvent ça le problème, là. Donc, il y a beaucoup d'avantages à Bicep. Puis là, je vais me transformer en Guy Barrette pendant 2 petites secondes. Si je veux commencer avec Bicep... Ça, c'est la question préférée de Guy. Donc, oui. On commence par quoi, là? On commence par quoi? On fait quoi? Ouais. C'est sûr et certain que le premier site à aller voir, c'est le GitHub du projet Bicep, parce qu'il y a de très bonne documentation. C'est documenté en Markdown directement dans GitHub. Et vous allez avoir des exemples de code. Il y a un beau petit tutoriel qui va vous montrer étape par étape comment on crée un storage account. Donc, ils vont vous montrer comment créer le storage account. Après ça, la deuxième étape, ils vont vous dire, vous pourriez rajouter des paramètres à votre fichier Bicep. Donc, on peut rajouter des paramètres, puis les passer après ça avec un fichier de paramètres. Si vous connaissez les fichiers de paramètres en template ARM qui existent déjà, ceux-là, ils les ont pas réécrits. Donc, en ce moment, si on veut passer un fichier de paramètres avec des valeurs aux paramètres de notre module Bicep, on le fait avec un template ARM tout simplement, la même structure qu'avec ARM. Donc, puis André, on fait ça dans Visual Studio Code, j'imagine? Oui. Puis tantôt, là, tu t'expliquais là, un pipeline de déploiement, là, sécurisé, tout, là. Là, on est vraiment loin, là. Mais en amont, là, dans mon VS Code, est-ce que je peux déployer ce que je viens de créer? Oui, tout à fait, parce que dans ton VS Code, tu vas avoir ton code dans la section du haut, mais on a toujours une belle petite console de terminal dans VS Code, c'est l'avantage. Donc, dans mon VS Code, si je fais mon AZ espace login, Enter, il va me popper l'authentification Azure, je vais m'authentifier avec mon username, mon password, puis là, quand il va revenir, ben là, il va vous dire, je t'ai mis dans ta souscription par défaut. Là, faites attention, si jamais c'est pas la bonne souscription, parce que si vous êtes sur la souscription de prod, puis vous voulez faire des tests dans un autre environnement, il faut vraiment prendre la peine de vérifier. Mais un coup qu'on est branché dans la bonne souscription, on peut faire un changement de contexte pour être sûr d'être sur la bonne environnement ou souscription. Ben là, il me reste bien qu'à faire mon AZ, Bicep, Build ou Deploy, puis il va déployer le fichier que j'ai dans mon répertoire. Okay. C'est pas plus compliqué que ça.
Au niveau de l'apprentissage, on peut commencer tranquillement, je sais pas, configurer une VM, déployer une VM, puis ensuite bâtir un petit peu autour de ça, ajouter une base de données, Azure par exemple, puis on peut apprendre sans mettre tout un pipeline de déploiement en marche, là. Tout à fait. Même qu'avant de déployer par un pipeline, c'est mieux de le déployer dans un environnement manuel, là. Okay. Puis est-ce que j'ai d'autres facilités pour aider, par exemple, parce qu'on sait qu'est-ce qui est ardu aussi avec l'infrastructure, c'est tester. C'est-à-dire, prouver que j'ai bien créé ce compte-là, que j'ai bien fait ça. Donc, souvent, il faut y aller physiquement pour le regarder. Donc, est-ce que j'ai des capacités, des choses qui ont été mises en place pour aider? Directement dans Bicep, on est capable de faire une simulation. Ça vient beaucoup de Terraform. Ça veut dire qu'on est capable de lui dire « what if ». Dans la ligne, c'est un paramètre de la ligne de commande. Puis là, il va faire pareil comme s'il déploierait, mais il déploiera pas. Il va juste vous dire, si j'avais déployé, voici ce que ça aurait donné. Donc, première chose. Deuxième chose, on peut faire des tests automatisés en infrastructure. La même chose que on faisait au niveau d'un programme en C#. Après ça, on pouvait prendre un framework de test comme XUnit, NUnit, MS-Test, puis de rouler nos essais. Puis des pipelines sont capables de les déclencher, ces essais-là, comme on peut les déclencher directement dans Visual Studio, pour dire, là, il va rouler tous mes tests, puis la pastille va venir rouge ou verte en fonction si le test il passe ou il passe pas. Mais des tests automatisés comme ça, on peut faire ça avec des frameworks comme Pester, P-E-S-T-E-R. Donc Pester et ça veut dire PowerShell Tester. C'est un framework en PowerShell de test qui me permet d'exécuter des essais. Puis mes essais, je vais les développer avec ce framework-là en PowerShell. Puis les données des valeurs d'essais, autrement dit, ce que je veux tester, l'idéal, c'est de les mettre dans un PowerShell data file. Donc avec un format en PowerShell qui me permet de faire des genres de fichiers de données qui sont hiérarchiques. Puis avec ça, je peux définir toute mon infrastructure. Exemple, si je voudrais déployer des VNet, des subnets avec des adresses space, ce que je faisais chez un de mes clients, c'est que la personne d'infra me donnait les specs, je traduisais ça dans mon fichier d'essai, et après ça, mon PowerShell data file, je lui faisais valider. Et par après, ma job était de faire rouler mes essais, puis de faire mon code jusqu'à temps que mes essais passent. Là, je viens de vous expliquer le processus de TDD. Donc, je faisais, du déploiement en infrastructure as code en TDD. Je faisais mes essais en premier, puis après ça, je faisais mon code pour déployer comme la personne le voulait. Donc, tout ça est possible. Pareil comme du développement traditionnel. Et une petite question de basic, là. Comment Pester peut valider notre infrastructure en faisant des pings, en faisant par exemple, si j'écris une VM dans un VNet avec une base de données? Exact. Donc, Pester, c'est un framework de test qui fait juste dire, vérifie si j'ai telle chose est égale à telle chose, hein? Un peu comme un assert dans MS-Test, c'est le même principe. Bon, ce qu'il y a comme réalité, il faut qu'avant de déclencher l'essai, dans mon fichier PowerShell, j'aille fait une obtention avec le best, c'est de prendre un get de PowerShell, puis d'aller lire, mettons, c'est des VM, je vais aller lire la VM, je vais avoir un objet qui représente la VM dans mon environnement, puis là, je vais pouvoir aller vérifier si toutes les configurations de la VM réelles sont égales à ce que j'ai mis dans mon PowerShell data file, qui est ma définition de ce qui devrait être. Ouais, c'est génial. Mais ça demande quand même un peu de code. Ça, c'est un petit peu plus exigeant au niveau programmation, là. Mais quand même, là, c'est tout à fait génial. Là, tu testes pas juste une méthode en C#, là, tu testes vraiment une infrastructure, là. Assez que avant de faire une MEP chez un des clients, des grands clients que j'avais, on modifiait les essais. Puis avant de faire une MEP, au lieu de déclencher, c'était jamais de l'intégration, c'était pas du déploiement continu, là. Autrement dit, il fallait quand même à telle heure avoir l'équipe, puis on pesait sur le bouton pour déclencher le pipeline. Le pipeline, il partait, puis il déclenchait et le déploiement et les essais. Mais avant de déclencher le pipeline, moi, mon fun, c'était de rouler juste les essais. Ce que ça vient dire, c'est que tout ce qui est nouveau, qui est censé changer dans ma mise en prod, devrait tomber en erreur. S'il tombe pas en erreur, ça veut dire que même mes essais sont pas bons, parce que j'ai pas encore fait ma MEP. Donc, dans mon rapport de mise en production, j'aime mettre les essais roulés avant la MEP, avec toutes les pastilles qui tombent en rouge, ceux qui sont les nouveautés,
puis que ceux qui sont supposés d'être encore vertes fonctionnent encore. Donc, on est sûr qu'il n'y aura pas des bugs camouflés qu'on n'aurait pas vus. Et là, on faisait la MEP, puis on mettait le résultat des essais, toutes les pastilles étaient vertes, puis on savait que notre MEP allait fonctionner. C'est un genre de... Tu testes ton test, finalement. C'est ça, exact, c'est ça. Je teste mon test en faisant ça. Ben, c'est fondamental. N'importe quel instrument de mesure, il faut que tu le calibres. Tu le calibres. C'est ce qu'on fait à quelque part quand on s'assure que tous les tests sont rouges, c'est qu'on calibre notre instrument de mesure, qui dans ce cas ici est une série de tests. Puis, puis j'aime bien ce terme-là, calibrer. Tu calibres ton test. En fait, tu t'assures que il n'y a pas un glitch au départ là, qui dit que oups, cette infra ou ce module-là, whatever, existe déjà. Donc, tu calibres ton test finalement. C'est une déformation professionnelle de pilote là, qui me fait travailler comme ça. Vous savez que dans les avions, vous avez deux compas. Il y a un compas qui est gyroscopique, qui fonctionne avec un gyroscope. Et lui, qu'on soit en virage ou qu'on soit à l'envers, il va toujours fonctionner. Puis il y a une boussole qui flotte dans l'eau. Elle est magnétique. Elle donne toujours la vérité tant que tu n'es pas en virage. Parce que sinon, la boussole, elle va à côté, puis elle vire même pas. Pendant que l'avion vire, la boussole, elle donne tout le temps le même cap. Même des fois, elle vire dans le mauvais sens, tout dépendant aux effets de l'avion. Mais quand on est à toutes les 10-15 minutes dans l'avion, on prend la peine de regarder la boussole, puis de regarder celle qui est mécanique, qui est gyroscopique, puis elle prend toujours des erreurs. Plus on fait des grosses manœuvres, plus elle a des erreurs. Donc, celle-là, il faut toujours la réajuster pour qu'elle soit, on la recalibre sur le vrai cap. C'est un peu la même chose qu'on fait avec nos infrastructures, puis avec nos essais. Hey André, je suis sur le GitHub du projet Bicep, puis je vois un lien vers une vidéo de Brandon Burns. Pour ceux qui connaissent pas Brandon Burns, c'est un des co-créateurs de Kubernetes. Donc à l'époque, il travaillait chez Google. Maintenant, je savais pas ça. Ouais, maintenant il est chez Microsoft et Brandon supervise ce projet-là, j'imagine. J'imagine qu'il est impliqué dans l'équipe. On a la liste des gens qui sont impliqués dans le projet là, sur le GitHub. Il y a une page qui les mentionne. OK. Ça va les grands contributeurs, je pourrais pas te dire. Ça va être à vérifier. Mais c'est bon à savoir, ça. Ouais. Quand même, c'est pas n'importe qui est en arrière de ce projet-là si Brandon Burns est en arrière du projet. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos de Brandon Burns passer au fil des derniers mois là, qui parlaient de Bicep. Mais souvent, on le sait peut-être pas, mais peut-être que cette personne-là, lui, il avait envie de créer ça. Et Microsoft lui a tout simplement ouvert les portes en disant, viens chez nous, tu vas pouvoir le faire. Puis c'est comme ça que c'est exactement... Oh non, ça fait longtemps que Brandon est chez Microsoft, là. Donc, Bicep, c'est quand même plus récent, là. Donc, on ne saura pas le fin fond d'histoire pour ça, mais... Tu parles de vidéo, je vais en profiter pour faire ce que mon ami Tijani appelle une shameless plug. Dans les prochaines semaines, il devrait apparaître une série de formations en Bicep qui vont être données par Tijani et moi. On a parti un channel YouTube qu'on a appelé Run at Cloud. C'est le channel, là, c'est pas une compagnie, là, c'est vraiment un channel personnel pour nous. Puis on va faire des petites capsules d'environ une quinzaine de minutes sur les différents sujets de Bicep et je veux vraiment couvrir tout ce qu'on s'est parlé aujourd'hui. Autrement dit, autant de la syntaxe de comment on fait du Bicep, un peu l'équivalent du mode tutoriel qu'il y a sur leur site, mais à aller jusqu'à comment je fais un YAML, comment je fais un pipeline, comment je déclenche mes choses, comment même je le fais les tests automatisés. Là, on va peut-être être rendu l'année prochaine, mais je suis rendu dans les capsules de tests automatisés, mais vous comprenez que on veut essayer d'en produire au moins 1 ou 2 semaines, petite capsule de 15 minutes, puis éventuellement d'avoir un beau tutoriel en français sur Bicep. Génial. On va mettre le lien sur le site du podcast. C'est parfait, c'est gentil. D'ici à ce temps-là, il devra avoir, d'ici en août, là, il devra avoir quelques capsules de déjà apparaître. Génial. André, on te remercie beaucoup. On espère que nos auditeurs ont trouvé ça aussi passionnant que nous. En tout cas, moi, ma curiosité est fortement piquée et c'est sûr que je vais y jeter un coup d'œil. Tout à fait. Ah, c'est fantastique. Merci beaucoup de m'avoir reçu parce que c'est le fun de parler de ces sujets-là puis de prêcher la bonne nouvelle. Ben, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. On va souhaiter un bon mois d'août.
Et on vous revoit en septembre pour une autre émission du podcast Visual Studio. Donc, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Visual Studio Talk Show.